Je n'admire pas ton intellect. Je le tiens pour tout naturel, ça va de soi. Mais ce qui m'excite, presque physiquement, c'est ton mélange fantastique d'intellect et d'une irrationalité absolument et frénétiquement logique. Cette poésie philosophique, cette philosophie poétique dont nous avons un peu parlé aujourd'hui, mais dont la portée dépasse de très loin les bornes de notre conversation. Car ce n'est pas qu'il y ait deux sphères côte à côte, la philosophie et la poésie. C'est que leur fusion donne naissance à une troisième chose dont on ne saurait sans doute même pas saisir la valeur. Il n'est pas de plus grande erreur que ta peur du charlatanisme, même si elle est tout à fait compréhensible. Mais elle naît d'un a priori selon lequel la philosophie serait l'aride aboutissement de la culture et la poésie d'un labeur zélé exploitant le terroir héréditaire de la nation. Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Car la philosophie érudite sied au terrain académique et au cerveau stérile de ceux qui cherchent en elle la justification de leur propre nullité. Quant à la poésie laborieuse, c'est une suante niaiserie destinée aux manuels de classe, propre à exciter les institutrices standardisées dont elle sert à adoucir la destinée, par ailleurs plutôt amère. Je peux comprendre qu'il n'est pas facile de se débarrasser de tels préjugés. J'aimerais pourtant te dire qu'il faut le faire. Si tu t'en abstenais, il deviendrait comme un boulet qui t'enchaînerait aux galères de l'utilitarisme, car il en découle une dépendance et une connexion avec quelque chose qui ne peut avoir de lien ni avec la poésie, ni avec la philosophie. Car il n'y a qu'un pas de pareils préjugés à l'idée qu'on doit trouver la philosophie utile et la poésie délectable. Et c'est le moment effroyable où ces deux notions perdent leur sens propre et commencent à se charger de milliers d'autres significations. Elle se voit alors contaminée par cet asservissement dont je parle et qui est la peste de ce siècle et sans doute aussi de nombreux siècles passés. Ça les corrompt au point qu'elles perdent tout leur sens. Le diable seul, c'est pourquoi la plupart de ceux qui s'occupent à produire de la poésie s'imaginent qu'elle doit être utile à quelqu'un, qu'ils en arrivent à cette absurdité d'écrire pour des gens dont ils n'ont rien à faire et à qui ils ne paieraient même pas un petit rhum avec leur honoraire, mais qu'elles veulent coûte que coûte gratifier de leur production. Ceux qui corrompent tout à la fois la poésie et ceux à qui on l'inflige comme une affaire de la plus haute importance, à qui on assène à grands coups dans la tête que cette poésie, produite par quelqu'un avec qui ils ne supporteraient pas de s'asseoir ne serait-ce qu'une demi-heure à la même table, que cette poésie leur apportera des émotions imprévues et une expérience culturelle pleine d'un bonheur épuré et raréfié. Et c'est encore pire avec la philosophie. Si la poésie devient ainsi une espèce de bonne à tout faire, la philosophie, elle, est comme une jeune fille de bonne famille, muée en prolétaire et qui se fait femme de ménage, métier auquel elle ne connaît certes rien, mais qui lui vaut en revanche une bonne appréciation dans son dossier personnel. D'un côté, on l'oblige carrément à se rendre tellement indigeste et insipide qu'un homme honorable ne saurait la consommer sans en éprouver de la honte, et qu'elle ne fait jouir que le professeur d'université qui cherche à se prouver que la dépense investie pour son éducation n'a pas été inutile. La chose est particulièrement exaltante pour les jeunes hommes de famille pauvres qui se sont hissés à la force du poignet, et ça pue la vision attendrie de la maman finançant les études de son petit prodige en lavant les calcifs des soldats. Et de l'autre côté, on voudrait que la philosophie sanctionne et supporte toute la pesanteur de la crétinerie humaine. Elle sert de base aux décrets d'État et de brosse à cabinet. Elle doit justifier l'arrestation de ministres et la cherté du beurre, et ce face à des hommes incapables d'en comprendre un seul postulat, et peu enclins à le faire. Car cette incapacité leur vient de leur inculture, et c'est un cercle vicieux qui engendre d'autres abominations, comme par exemple cet arrogant sentiment de supériorité et de toute puissance chez ceux qui s'imaginent qu'ils ont compris quelque chose. Le moindre crétin de base qui a échappé au métier de comptable salarié grâce à un simple concours de circonstances, le moindre de ces imbéciles croit dur comme fer qu'il lui suffirait d'être aux commandes de la société pour en faire aussitôt un monde meilleur ou le meilleur des mondes. Qu'on lui mette donc en quelques mains des kilos de littérature philosophique et vous verrez ce qu'il en fera
de ce monde. Yana Tcherna, pas dans le cul, aujourd'hui.